Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 du Rent to Repay. J'espère que vous êtes en vacances et que tout se passe bien pour vous au bord de l'eau parce que oui, j'ai reçu mon cahier de vacances ou plutôt j'ai fait un call pour un petit point rapide avec Mickaël Courvoisier qui a relu rapidement le Rent to Repay. On a débattu de certaines fonctionnalités. Donc du coup, on va voir ça ensemble pour entre guillemets la culture et aussi pour voir les tâches qui me restent à faire parce que oui, j'avais dit que l'objectif c'était de livrer la semaine précédente, mais comme ce call a un peu tout décalé, je livrerai cette semaine quoi qu'il arrive. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, peut-être que vous ne l'avez pas vu tout simplement dans le canal Telegram des devs de Realty, enfin plutôt des outils communautaires. Donc Realty va recevoir le code, va faire entre guillemets une première relecture avec toute l'équipe dev blockchain. S'il y a des retours, je m'adapterai, voilà, c'est comme ça. Une fois que c'est ok, on passe à l'étape suivante, on déploie le smart contract, c'est-à-dire pas sur un laptop ou autre, non, on déploie sur un testnet et ça ne sera pas Shadow, je disais ça dans les vidéos précédentes, mais non, ça sera Sepolia. Voilà, et une fois que tous les tests sont passés et que c'est ok, eh bien il y aura tout simplement un audit extérieur. Donc plus tard, je sais pas quand, durant l'été ou peut-être à la rentrée, on lira un rapport d'audit ensemble. Et une fois que tout est validé, et ben hop, ça part en prod, entre guillemets, ça part sur le mainnet Newsys. Mais bon, on est encore loin, on va voir la to-do list. Alors déjà, premier point à améliorer, c'est pour le runner, le bot qui va exécuter votre Rent to Repay, qui va vous permettre d'être en vacances. Il sera tout simplement appâté tout simplement par la récompense, par le pourboire qui va le toucher, mais il y a aussi les frais de gaz. Or, quand il appelle un contrat pour un utilisateur du Rent to Repay, on va établir une unité effective, on va dire que c'est un frais de gaz. Si par exemple il y a 10 utilisateurs, ça va faire 10 frais de gaz. Or, si on passe par une fonction qui permet tout simplement au runner de rembourser 10 dettes par exemple d'un coup, ça ne lui fera qu'un frais de gaz. Donc il sera beaucoup plus motivé à rembourser entre guillemets les petites dettes là où il sera rentable. Et pour ça, on va tout simplement s'inspirer de la fonction disperse token, voilà la fonction qui est utilisée quand vous recevez vos loyers. Que fait cette fonction ? Elle est un peu plus simple que le Rent to Repay, car dans ce cas-là, les loyers sont envoyés sur un smart contract qui lui a la fonction disperse token. Et en fait, disperse token a déjà les fonds. Alors, il va recevoir un token d'entrée, par exemple USDC Wrapped XDAI. Il va ensuite recevoir un tableau, par exemple Recipients, et un autre tableau, les values. En fait, tout simplement, c'est utilisateur 1, utilisateur 2, utilisateur 3, et pareil, ça sera les valeurs de chaque utilisateur. Pourquoi je vous montre ça ? Tout simplement parce qu'il y a des boucles forts. Et qui dit boucle fort dit pour un seul appel à cette fonction, plusieurs disperses, dans le cas ça sera plusieurs remboursements, et ce qui diminue tout simplement les frais de gaz et l'expérience du bot entre guillemets. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fonction est atomique en Solidity, plutôt sur blockchain Newsys. Quand une fonction commence à s'exécuter, voilà, elle déroule du code. On va dire au début c'est simple, là il y a des boucles forts, bon ça reste au même endroit, mais pareil c'est comme si vous allongez tout simplement le code, et on voit qu'il y a plusieurs fois d'appel à la fonction transfert. Donc la question par exemple c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai pris le cas, il y avait 3 utilisateurs, si l'utilisateur numéro 2 a un souci. Donc ça veut dire que l'utilisateur 1, on a déjà fait un transfert, et bien ce transfert ne sera pas effectif du fait que ce soit atomique. Donc en fait, soit il y a, comme vous voyez là, il y a une boucle fort, et tant qu'on tape pas une condition fausse d'un require, on continue. Et attention à ce qui va arriver pour vos oreilles, il est 1h10, voilà, je viens de finir tout simplement le montage et je me suis aperçu que mon micro s'est débranché et c'était le micro du laptop. Donc il y a un petit changement auditif, donc baissez le son, ou plutôt vous allez augmenter vos oreilles, il n'est peut-être pas très audible. Je suis désolé, mais le but c'est de livrer. Allez, bonne écoute. Voilà, et tout simplement pour éviter de vous perdre, on repasse sur la fonction Rent to Repay et on voit déjà que contrairement à la fonction disperse, il n'y a pas cette notion de tableau, voilà, c'est pas du batch. Donc il n'y a qu'un seul utilisateur et qu'un seul token. Donc il y a les paramètres d'entrée qui vont changer. Il y a aussi des boucles forts qui vont apparaître. Et surtout, ça va simplifier parce qu'on a vu qu'on pouvait faire plusieurs transferts from à la suite. Et il y a même la question, qu'est-ce qui se passe s'il y a un delta, comment faire pour la dernière dette ? Tout simplement, comme les require, les revert, supposons que par exemple l'utilisateur a eu 8 USDC, il autorisait 10 USDC, donc voilà, on prend les 8, on rembourse le max, sauf que sa dette est de 6 USDC, il va rester 2 USDC, donc on pourra les renvoyer directement sur son wallet. Voilà, ça évite toute cette partie du code qui est un peu bizarre, la dette restante, donc ça va être supprimé, ou que c'est déjà commenté, enfin bref. C'était pour vous expliquer ce premier point. Ok, donc là, je viens de vous expliquer les 3 premiers points et maintenant on va passer à la limite de gaz. On a vu qu'on ne pouvait pas faire des boucles infinies ou autres et il y avait quand même une limite de gaz à respecter. Et ça, tout simplement, comme le Rent to Repay est appelé par un bot, un utilisateur extérieur, ça sera à lui d'estimer son gaz. Et de toute façon, s'il n'y a pas assez de gaz, c'est revert, donc il n'y a pas de souci. Voilà, il y a aussi une fonction juste transfert ou withdraw parce que là aussi, il y a des petits malins qui envoient des USDC vers cette adresse du smart contract, et bien tout simplement on pourra faire un transfert pour que le petit malin récupère ses USDC par exemple. Après voilà, il faudra quand même passer par un vote de la DAO parce que la fonction sera assez sécurisée
et ça sera seulement un admin qui pourra le faire. D'ailleurs, Michael, si tu vois cette vidéo, on en parlera sur Telegram, mais est-ce que par exemple les opérateurs, il faut prévoir un tableau? J'ai oublié de te poser la question. Parce que là, actuellement, il n'y a qu'un seul opérateur qui est prévu. Bon, voilà, je pense que c'est possible à voir. Aussi, autre point qu'on a vu précédemment, je me posais la question de faire un approve juste avant d'appeler la fonction repay. Et bien là, il n'y a pas trop de solutions, on est obligé de le faire, donc voilà, on va le faire, et c'est comme ça. Et de toute façon, c'est entre l'adresse du smart contract du rent-to-repay vers l'adresse du rent-to-repay. Donc pas de souci si vous configurez le rent-to-repay. Ok, aussi, point important, on va le voir avec la fonction disperse, on voit qu'il y a un emit, donc ce qui permet d'émettre un log sur la blockchain qui est seulement à la fin de toutes les boucles for. Et c'est posé la question pendant le point de est-ce qu'il fallait mettre les emits dans la boucle for. Il faut bien comprendre que ces emits consomment énormément de gaz et il faut les utiliser entre guillemets seulement s'ils apportent vraiment une valeur. Et la valeur qu'ils vont apporter, c'est tout simplement si on veut faire une indexation. Donc toute la question va être de savoir est-ce qu'on veut indexer tout simplement les données du rent-to-repay ou plutôt de son exécution, sachant que vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous utilisez un token ERC20 comme l'USDC, et bien tout simplement dans la norme ERC20, il y a un emit qui est fait. Donc il y aura toujours ce transfert d'USDC qui sera lisible sur la blockchain. Et donc du coup, pour faire une indexation, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire une combinaison des emits? Et au final, quand il y a un repay sur le RMM, pareil, il y a déjà un emit qui est émis sur la blockchain, si je puis dire. Il y a un paramètre à l'intérieur onBehalfOn, c'est-à-dire pour qui on va rembourser la dette. Et on a tout simplement l'adresse de l'appelant. Donc on aura l'adresse du smart contract. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et il n'y aura pas besoin de faire un emit. Après, pourquoi pas les garder tout simplement pour débugger en local, mais je devrais les supprimer, je pense. Et du coup, comment un bot va savoir s'il y a une dette à rembourser? La seule solution que je propose, c'est que le bot scanne en fait par exemple les tokens de dette, par exemple du ADEP USDC, le token lié à la dette de l'USDC. Quand vous allez sur USDScan, vous allez sur Holder et vous voyez combien de wallets possèdent de la dette, sachant que la dette est intransférable dans le RMM. Donc s'il y a de la dette, ça veut dire que le bot pourra rembourser et du coup il a l'adresse d'un utilisateur qui a potentiellement configuré le rent-to-repay. Mais bon, pour ça il ira vérifier avec les fonctions de lecture et ça, bref, c'est assez simple. Autre point intéressant aussi, c'est la date du dernier remboursement. Je me pose la question par exemple si un utilisateur le configure le vendredi. Dans mon code actuel, la dette n'aurait pu être remboursée que le vendredi suivant. Donc ça posait un souci quand les loyers arrivaient le lundi. Et pour ça, tout simplement, le timestamp sera paramétrable. Voilà, ce sera une fonction, ce sera une input de la fonction. Et ça sera géré de la partie front. Et c'était super intéressant, je voudrais le partager avec vous. En fait, pas besoin de prévoir tous les cas. Comme beaucoup d'utilisateurs vont utiliser le front, les sécurités peuvent être côté front. Et si un utilisateur fait n'importe quoi en utilisant par exemple un bot ou autre, voilà, c'est son problème. Et de toute façon, il n'y aura pas de faille, quoi. Par exemple, si l'utilisateur utilise l'interface du RMM, je parle du web, voilà, il configure, il choisit sa date le lundi suivant, le front convertit en timestamp, il insère la bonne donnée dans le on-chain et c'est OK. Si un petit malin commence à faire un bot ou quoi, pourquoi pas il met la valeur 0, bah voilà, une fois que c'est configuré, ça sera remboursé au bloc suivant. Voilà, il peut le faire, voilà. Voilà, il pourrait le faire, mais ça va pas affecter le bon déroulement. Et ça évite du coup de faire des lignes de code. Et qui dit ligne de code dit gaz consommé. Et qui dit aussi prix pour l'audit. Donc moins il y a de lignes, mieux c'est. J'en parlais aussi rapidement, mais la périodicité, elle va passer en tableau. C'est-à-dire, enfin, plutôt, au lieu d'avoir juste la clé de l'utilisateur, il y aura clé 1 utilisateur, clé 2 le token autorisé. Voilà, on arrive sur les dernières évolutions, les derniers points qui restent à faire. Et autre point, c'est d'étudier tout simplement le ARM USDC et le ARM WrapedXDAI. Donc pour la faire courte, quand vous utilisez par exemple de l'USDC, vous utilisez la fonction qui s'appelle juste repay. Et quand vous utilisez des tokens ARM, vous utilisez la fonction qui s'appelle repay with a token. Contrairement à la fonction repay qui peut être appelée par n'importe qui avec un onBehalfOn pour rembourser pour quelqu'un d'autre, la fonction repay with a token n'est possible seulement pour l'utilisateur qui a la dette et l'ARM token associé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout doit être sur le même wallet, or c'est pas possible. Enfin, et ce que ça veut dire, c'est que tout doit être sur la même adresse, le même smart contract, le même wallet, or c'est pas possible. En fait, il faudrait faire tout simplement le ARM token arrive sur le smart contract du rent-to-repay, rent-to-repay convertit ces ARM tokens en token ERC20 associé, et ensuite ces tokens, par exemple c'est de l'USDC, comme on en a, on peut appeler repay. Donc ça serait OK, il faudrait peut-être prévoir deux fonctions. Pareil, là, le bot devrait faire un balance off tout simplement de l'ARM USDC et un balance off de l'USDC par exemple. Et on arrive à un cas particulier qui était
qui n'est pas prévu, tout simplement, c'est que quand vous recevez vos loyers du lundi, vous avez 4 tokens qui sont possibles. Vous avez les ARM tokens, on les enlève. Vous avez l'USDC, on les enlève. Il reste que le XDAI. Et le XDAI, c'est le token natif de la blockchain Gnosis. Donc, qui dit natif, c'est qu'il n'est même pas ERC20. Donc, il n'a pas de fonction transfert ou autre. Donc, vous pouvez le faire parce que quand vous l'appelez depuis votre Rapid Wallet ou autre, les XDAI sont sur votre wallet, ça pose pas de souci. Mais on ne peut pas les transférer. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les rapatrier sur le Rent to Repay qui après va exécuter la fonction pour vous. Alors, le but, c'est de finir l'USDC en premier, de le mettre avec tous les points que j'évoquais avant, et après voir les tokens ARM. Et pareil, pourquoi pas aussi faire le Rent to Repay juste en ARM token. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ça ferait tout simplement qu'une fonction. Et comme ça, il y a pas. Et en plus de ça, l'utilisateur, si le bot, entre guillemets, est un peu lent d'une demi-journée, votre argent, entre guillemets, travaille un peu. Après, je pense pas que c'est ça qui change énormément, mais ça simplifie la vie et ça avantage tout le monde. Aussi, autre point à prévoir, c'est de prévoir de la doc, c'est-à-dire pas juste des commentaires à quoi ça sert ou autre, c'est avoir tout l'historique en fait des fonctions, pourquoi on a choisi ça, une traçabilité en gros. Et ça, je vais devoir le faire à la mano, je vais devoir sortir ma plume. Voilà, donc, on l'a vu, et on a vu aussi avec Michael, j'ai oublié de le dire, mais ça va être un smart contract qui sera upgradable, c'est-à-dire qui pourrait être mis à jour. Donc la question c'est de la V2, c'est de par exemple sortir le contrat externe, cette histoire de fees, par exemple le power voting balance off. Bon, c'est ok, mais on verra ça pour plus tard, ce sera pour la V2. Ensuite, je me suis noté un petit point bonus, c'est que beaucoup de fonctions dont on a parlé avec Michael venaient tout simplement du bridge. Voilà, ce petit outil communautaire. J'ai jamais fait d'audit, j'ai jamais utilisé, je l'ai jamais manipulé. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo et c'est pas pour tout de suite parce qu'avant, je dois faire mes devoirs de vacances. Allez, je vous souhaite à tous bonnes vacances et à la semaine prochaine. Ciao.